Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Et aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Ce format va s'appeler Mise en perspective. L'idée est de vous parler d'un réalisateur et d'essayer de le remettre dans le contexte de son époque. Donc aujourd'hui, à grand seigneur tout honneur, nous allons commencer par Steven Spielberg. Mais avant de commencer, si vous aimez le contenu de cette chaîne et que vous souhaitez qu'elle se développe, faites-le savoir autour de vous en partageant son contenu. Et puis nous, on commence tout de suite. « 18 décembre 1946. Il fait froid. Nous sommes en hiver, le 18 décembre 1946. Aujourd'hui naît Steven Spielberg. Et hier, c'était le premier bulletin météo télévisé de l'histoire. Et demain, ce sera le début de la guerre d'Indochine. Et ça fait tout juste un an que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Guerre qui imprégnera Steven Spielberg au point de la retrouver dans bon nombre de ses futurs films. Un autre réalisateur qui parlera beaucoup de guerre et qui gagnera 2 Oscars, c'est Oliver Stone. Eh bien, Oliver Stone a 3 mois quand naît Steven Spielberg. Pour l'heure, Steven est au début de sa vie. Et alors, que pouvait-on entendre à la radio à la naissance de Steven Spielberg? Eh bien, il y a une chanson venue de France qui est sortie cette année et qui marche beaucoup, c'est « Je vois la vie en rose » d'Édith Piaf. Édith Piaf qu'on entendra des années plus tard dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». Mais côté États-Unis, le hit du moment c'est « For Sentimental Reason » de Nat King Cole qui fait un tabac. Au moment où Steven naît, ça fait plus de 50 ans que le cinéma existe et il y a bien sûr des réalisateurs qui sont déjà en place et qui influenceront durablement Steven Spielberg. Le premier, c'est Frank Capra. Frank Capra a fêté ses 49 ans. Il revient de la guerre, qu'il a filmé de près, et il entame sa 2e et dernière partie de carrière. La première lui a permis de gagner 3 Oscars, ce qui est un record. En revanche, la 2e partie de sa carrière sera moins couronnée de succès. Dans 2 jours, il va sortir un film qui marquera Steven. C'est La vie est belle. Ce film ne marchera pas et sera le début de la fin pour Frank Capra. Pourtant, ce film deviendra des années plus tard culte. Vous savez qu'il existe des genres au cinéma, comme le film noir ou la science-fiction. Eh bien, il existe également un genre de film qu'on dit de Noël. Eh bien, La vie est belle serait le premier film de Noël de l'histoire. Et c'est également le film de chevet de Steven Spielberg. Un autre réalisateur qui sera une source d'inspiration pour Steven Spielberg, c'est Alfred Hitchcock. Et à la naissance de Steven, Alfred a 47 ans et vient de sortir le film Les Enchaînés, qui est un immense succès et qui sera d'ailleurs l'un des films les plus rentables de toute la carrière de Hitchcock. Hitchcock se conforte donc dans sa place de grand réalisateur du moment. De l'autre côté de l'océan, un réalisateur qui connaîtra à la fois Hitchcock et Steven Spielberg, c'est François Truffaut. François Truffaut a 16 ans lorsqu'il rencontre Geneviève, et bien qu'ils ont des problèmes d'argent aux sorties de la guerre, ils sont heureux tous les deux. John Williams est également un adolescent à la naissance de Steven. Il a 14 ans et il joue déjà du piano, du tuba et de la trompette et créera son premier groupe de jazz l'année prochaine. Et Stanley Kubrick a 18 ans et est photographe chez Look depuis maintenant 1 an. Quant à Harrison Ford, il a à peine 4 ans et vit depuis 1 an la joie d'avoir un frère, alors que George Lucas, lui, n'a que 19 mois. 1952, nous sommes en janvier quand le jeune Steven découvre Sous le plus grand chapiteau du monde. Il est émerveillé par cette leçon de cinéma et notamment par le crash du train qui influencera durablement Steven. Au même moment est à l'affiche, en France cette fois, le film L'inconnu du Nord Express du maître Hitchcock. Alfred Hitchcock entame les années 50 qui sont considérées comme son âge d'or, avec pour point d'orgue un film tourné fin des années 50 mais qui sortira en 1960, à savoir Psychose. Pendant ce temps, François Truffaut cherche sa vocation. Il a dû l'année dernière déserter et a été incarcéré. Au comble de l'humiliation, il tente de se faire passer pour fou pour être réformé. Il est libéré de prison en février 1952 et est hébergé par André Bazin. Mais il est au plus mal et songe même au suicide. John Williams, quant à lui, va en mars 1952 être affecté au Northeast Air Command, 596e Air Force Band, stationné à la base aérienne de Pepperell à St. John's, en Terre-Neuve. Il a également suivi des cours de musique à l'Université de l'Arizona dans le cadre de ses services. Harrison Ford a 10 ans et George Lucas, lui, en a 8. 1959. Avançons un peu dans le temps, nous sommes en 1959. Ben-Hur est le film du moment et l'on peut entendre Lloyd Price, Personality, quand Steven Spielberg a 12 ans.
Il réalise son premier court-métrage, The Last Gunfight. Premier court-métrage donc, mais aussi son seul western jusqu'à présent. Et puisque l'on parle de western, que faisait Sergio Leone cette année-là? Eh bien d'abord, il a participé au succès de Ben-Hur, puisqu'il a été réalisateur de la seconde équipe, malgré son mauvais niveau d'anglais. Et c'est cette année qu'il remplace Mario Bonnard, tombé malade, et réalise Les Derniers Jours de Pompéi. Il a alors 30 ans. Frank Capra tente un retour en grâce au cinéma avec Un trou dans la tête, qui obtiendra l'Oscar, oui, mais de la meilleure musique originale, et n'emballera pas les foules. Alors que Ben-Hur, lui, raflera la mise avec 11 Oscars, un record. Des records, il en est question cette année-là, puisque Ben-Hur est le film le plus cher de l'histoire avec ses 16 millions de dollars. Et juste derrière, il y a une autre superproduction de 13 millions de dollars qui est en train d'être tournée, Spartacus, réalisé par un certain Stanley Kubrick. C'est déjà son 4e film et le 2e avec Kirk Douglas. Et c'est ce même comédien qui va lui mener la vie dure sur le tournage de Spartacus. Truffaut tourne, lui, Les 400 coups, qui remportera le prix de la mise en scène à Cannes. Et c'est le début de la nouvelle vague qui influencera tous les jeunes réalisateurs dans le monde, et aux États-Unis particulièrement, et notamment Steven Spielberg. Hitchcock va atteindre le sommet de son art. Il est sur le tournage du film que tous les étudiants de cinéma à travers le monde étudieront, à savoir Psychose. John Williams est déjà dans le business. Il compose depuis 3 ans pour des séries télévisées et cette année, il participera à pas moins de 4 séries télévisées. Harrison Ford, lui, est devenu la voix de la radio de son collège et George Lucas se rêve pilote de course automobile. 1964, Spielberg réalise son premier long métrage. Alors que les radios du monde entier diffusent I Wanna Hold Your Hand des Beatles et que Goldfinger fait un tabac au box-office avec le célèbre agent 007, interprété par Sean Connery qui travaillera avec Steven 25 ans plus tard. Pour l'heure, Steven a 18 ans et filme avec une caméra 8 mm un film de 2h20 appelé Firelight. Un travail immense pour un jeune de son âge. Travail qui lui permet de ne pas penser au drame qui est en train de se passer. Ses parents divorcent, sujet souvent évoqué dans ses films, l'incompréhension des adultes. Et de désillusion, il est question pour George Lucas qui a failli mourir. Il a eu un terrible accident de voiture et abandonne ses rêves de pilote. Il a décidé de se réorienter vers le cinéma et s'est inscrit à l'école de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Et c'est à ce moment aussi où Harrison décide d'arrêter ses études dont les résultats sont catastrophiques et dont il sait qu'il ne tirera aucun diplôme. Il est décidé alors à prendre des cours d'art dramatique. Il vit une véritable révélation. Il sait ce qu'il veut faire dans sa vie. Il part alors pour Hollywood avec une amie comédienne qu'il vient d'épouser. Frank Capra termine sa carrière et ne tourne plus, alors que François Truffaut, lui, atteint une grande célébrité avec le film La peau douce. François qui a pu rencontrer Alfred Hitchcock il y a 2 ans à l'occasion de l'anniversaire du maître pour débuter leur entretien qui donnera lieu au livre Hitchcock-Truffaut. Hitchcock est au sommet de sa popularité, voilà 1 an que Les Oiseaux ont fait frémir les spectateurs et s'apprête à sortir Pas de printemps pour Marnie. Kubrick, lui, est populaire, mais ce sera sans commune mesure avec sa nouvelle période de film qu'il entreprendra une fois le film qu'il vient de terminer achevé. Ce film, marquant la fin de sa première période, s'appelle Dr Folamour. Cette année, c'est aussi l'émergence d'un réalisateur qui va également compter. Une adaptation du Garde du corps d'Akira Kurosawa vient d'être tournée sous le nom de Pour une poignée de dollars, signé par un certain Bob Robertson, qui n'est rien d'autre que le pseudo de Sergio Leone. Le film est un immense succès et met les projecteurs sur un comédien cantonné au téléfilm et qui sera désormais une icône du cinéma, Clint Eastwood. 1968. À la radio, la musique I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye est partout. En mai 1968, c'est l'effervescence dans les rues de Paris. Les jeunes se révoltent contre l'establishment des vieux. Il faut qu'il y ait du changement. Et du changement, il va y en avoir dans le cinéma. Il y a une tension entre Truffaut et ses amis de la Nouvelle Vague, qui lui reprochent d'être l'allié de l'argent, alors que Truffaut se voit comme un artisan qui fait son métier sans hypocrisie au service du spectateur. Il soutient cependant l'annulation du Festival de Cannes. Le changement est en marche. Les jeunes générations veulent du neuf. Et c'est alors la fin de vieux réalisateurs de studio et l'arrivée de jeunes artistes, comme bien sûr Steven Spielberg. À 22 ans, Steven réalise un nouveau court-métrage. Mais celui-ci a ça de particulier qui lui permettra de lancer sa carrière. Ce court-métrage s'appelle Amblin. Amblin invente le road movie et sera montré à la bonne personne dans un des studios d'Universal, et Spielberg est aussitôt mis le pied à l'étrier. Il réalisera alors plusieurs épisodes de série, dont le célèbre épisode pilote de Colombo. Cette année reste l'année de 2001, l'Odyssée de l'espace, film qui lance la seconde période de Kubrick. Ce film est une claque, et bon nombre de spectateurs sont très impressionnés. Parmi eux, un certain James Cameron, qui décide, en sortant de la salle, de faire lui-même des films. Bob Robertson, qui s'appelle désormais Sergio Leone,
sort Il était une fois dans l'Ouest, qui est une bombe lorsqu'il sort en Europe. Le film est un triomphe et place Sergio parmi les réalisateurs de premier plan. Ce film fera également naître des vocations, comme celle de Jean-Pierre Jeunet, qui lorsqu'il a vu ce film, n'a pas réussi à parler pendant plusieurs jours, tant il était sous le choc. Parmi les jeunes qui émergent, il y a également George Lucas. Il a tourné il y a un an THX 1138, qu'il projette dans un festival de films étudiants, où il rencontre pour la première fois Steven Spielberg. Il remporte un prix qui lui permet d'aller sur le tournage de La Vallée du Bonheur d'un certain Francis Ford Coppola. Et changement, il est également question pour Harrison Ford qui décide d'arrêter le cinéma. Il a bien eu des petits rôles oubliables à la télé, mais ces derniers ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Il se dirige alors vers la carrière de charpentier. Hitchcock, lui, fait partie de l'arrière-garde. Il est, aux yeux du jeune public, un reste des films de studio. Il reçoit néanmoins un prix honorifique, mais ses films à succès sont derrière lui. Il y a donc une rupture entre lui et le public, mais Hitchcock vit également une rupture dans sa vie professionnelle, puisqu'il s'est sévèrement brouillé avec Bernard Herrmann, son compositeur attitré. Un duo célèbre s'achève, mais un nouveau va bientôt naître, entre Steven Spielberg et John Williams. Pour l'heure, ils ne se sont pas encore rencontrés. John Williams a, en revanche, fait la musique de déjà 18 longs métrages. Il sort également sa seule symphonie, qui a été initiée par Bernard Herrmann. Et la création de cette symphonie a débuté il y a 2 ans, soit au moment où Herrmann et Hitchcock se séparaient. 1971, les Bee Gees, How Do You Mend a Broken Heart? C'est une année où la violence se libère au cinéma. Il y a la sortie de l'Inspecteur Harry, de Chien de paille, et Stanley Kubrick clôturera le bal avec l'avant-première d'Orange Mécanique en décembre. Bien loin de tous ces tumultes, Spielberg a 25 ans, lorsqu'il tourne en septembre un téléfilm répondant au nom de Duel. Il l'a tourné en moins de 2 semaines, et moins d'1 mois après, il est diffusé en télé. Ce projet va littéralement mettre en lumière Spielberg. En effet, le téléfilm impressionne par sa maîtrise du cadrage, du rythme et du suspense. Il rencontre un succès, le premier d'une longue série. Alors que certains réalisateurs créent l'événement, d'autres font déjà partie de l'histoire. Frank Capra fait partie de cela. Il sort cette année sa biographie Hollywood Story. Hitchcock a essuyé un échec avec Le Rideau déchiré, tournage d'ailleurs sur lequel Spielberg avait essayé de s'introduire pour voir le mettre au travail. Hitchcock avait fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu et l'avait reconduit en dehors du studio. Et c'est toute l'ironie de la situation. Là où un maître décline, un autre émerge. Hitchcock va sortir néanmoins son dernier film regardable, Frenzy. François Truffaut, lui, vient de sortir Les Deux Anglaises et le Continent, et pour une fois, le succès semble moins bien le servir que d'habitude. Harrison Ford continue de côtoyer les gens du showbiz, mais pour refaire leur toiture en tant que charpentier. John Williams continue sa carrière, sans heurts, mais sans grand film. L'événement majeur de sa carrière est en approche. George Lucas a permis à THX 1138 de sortir au cinéma, qui est un échec public, mais il y a quelques bonnes critiques. Ce film lui permet néanmoins de signer pour 2 longs métrages avec Francis Ford Coppola, dont American Graffiti. Mais un film de science-fiction qui n'a pas encore de nom va bientôt faire parler de lui. 1973. L'année commence bien pour Steven. En début d'année, il participe à une première édition d'un festival français qui va lui donner un coup de projecteur. C'est le Festival du film fantastique d'Avoriaz. Steven obtient avec Duel le premier prix et bénéficie d'une sortie en salle. Problème, c'est un téléfilm, donc pas assez long. Steven, pour qu'il soit diffusé en salle en France, retourne plusieurs scènes pour rallonger Duel, en créant notamment la scène du bus et du train. Duel sort en mars en salle en France et obtient un succès sympathique, plutôt appréciable pour un téléfilm à la base, mais bien loin des succès d'un film comme Papillon ou d'un Opération Dragon avec Bruce Lee, qui mourra d'ailleurs cette année-là. Et surtout bien moins qu'un autre film par un ami à lui, un ami réalisateur, George Lucas, qui vient de sortir American Graffiti, qui est un grand succès. On y retrouve un comédien prometteur, dans un tout petit rôle, Harrison Ford, qui a été repéré par George Lucas, alors qu'Harrison faisait des travaux chez lui. Avec La Nuit américaine, François Truffaut réalise un film sur le tournage d'un film. Il incarne lui-même le rôle du réalisateur, tandis que Jean-Pierre Léaud incarne l'acteur principal du film. Cette année, François Truffaut se brouille définitivement avec Jean-Luc Godard. 1974, alors qu'Abba sort Waterloo, le film Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola remporte un grand succès. Coppola souhaite réaliser un nouveau film et recherche un comédien pour un second rôle. Lucas lui conseille Harrison Ford. Coppola le sélectionnera et Conversation secrète obtiendra la Palme d'Or. Et c'est à Cannes où Spielberg entend parler d'un scénario qu'il souhaite mettre à l'écran. Il s'agit de Sugarland Express. Spielberg joue gros. C'est la première fois qu'on lui donne sa chance hors plateau télé. C'est à cette occasion qu'il croise celui qui sera désormais indissociable de son travail, John Williams. Sugarland Express sort et c'est un échec public. Spielberg est alors en mauvaise posture.
1975, le premier blockbuster. Alors que l'on peut entendre à la radio Elton John qui chante Lucy in the Sky with Diamond, Steven Spielberg, lui, se morfond. Il tombe sur un script qui l'interpelle, Les Dents de la Mer. C'est le projet de la dernière chance pour Steven. Les producteurs ne le voient pas d'un bon œil, il parvient néanmoins à obtenir un budget, même s'il est inférieur au budget nécessaire pour faire le film voulu. Steven, à force d'ingéniosité, d'endurance et de courage, mène à bien ce tournage qui sera le plus difficile de sa carrière. Le film sort cette année et pulvérise tous les records. Steven Spielberg vient de lancer la mode des blockbusters. Les Dents de la Mer ravagent tout sur son passage. Le film de Kubrick, Barry Lyndon, ne pourra rivaliser avec ce raz-de-marée. Et de l'autre côté de l'océan, François Truffaut est admiratif de ce film et surtout de ce jeune réalisateur qui polarise l'attention comme lui l'avait polarisé il y a des années. Il vient de réaliser l'histoire d'Adèle H avec Isabelle Adjani, qui appartient déjà à un film de la génération d'avant, au moment même où il sort. Et que dire du film qu'Hitchcock est en train de tourner? Le film s'appelle Complot de famille et sera son dernier film. C'est à cette occasion, et à cette occasion seulement, que John Williams et Hitchcock pourront collaborer. On peut imaginer que George Lucas, qui prépare son prochain film, se mette la pression parce que son ami Steven a battu tous les records. Et on peut se douter qu'il souhaite également faire partie des réalisateurs qui comptent. En tout cas, il se prépare à partir en tournage avec, c'est décidé, Harrison Ford dans le rôle d'un certain Han Solo. 1977. C'est Daddy Cool de Boney M que l'on peut entendre sur toutes les radios. Spielberg va porter son dévolu sur un certain François Truffaut, dans le rôle de Lacombe, un scientifique français, pour son film Rencontre du troisième type. Pendant le tournage, Truffaut dira à Spielberg d'arrêter de se concentrer sur les soucoupes volantes pour donner plus d'importance aux enfants présents sur le plateau. Spielberg révélera, des années plus tard, que c'est à ce moment qu'il a eu l'idée de faire E.T. Rencontre du troisième type est un grand succès et il pense renouveler l'exploit des Dents de la Mer. Mais cette année, le raz-de-marée, ce ne sera pas son film, mais celui de son ami George Lucas qui sort La Guerre des Étoiles. Le film est si puissant qu'il résonne encore de nos jours. Ce film propulse Harrison Ford comme le comédien à suivre et John Williams qui a composé avec brio la musique des Dents de la Mer, de Rencontre du troisième type et de La Guerre des Étoiles comme le compositeur incontournable. Un fait amusant est qu'avant la sortie de Rencontre du troisième type et de La Guerre des Étoiles, George et Steven ont regardé leurs films respectifs, convaincus que le film de leur pote était le meilleur. À tel point que George a pris des parts dans Rencontre du troisième type et Steven dans La Guerre des Étoiles. On sait maintenant qui a eu du nez. 1979, Michael Jackson sort. Steven Spielberg sort son second film qui manque sa cible, traitant de la paranoïa des Américains pour une attaque japonaise, et le tout en comédie musicale. Le film manque sa cible et n'atteint pas le résultat au box-office escompté. Le film qui triomphe cette année, c'est Alien de Ridley Scott et Apocalypse Now de Coppola. Durant cette année, Kubrick, lui, est sur le tournage d'un de ses films qui marchera le mieux au box-office, Shining. George Lucas est en tournage de l'Empire contre-attaque, mais pas en tant que réalisateur, uniquement en tant que producteur. En effet, il a décidé de l'autofinancer, c'est-à-dire de n'utiliser la 20th Century Fox uniquement pour la distribution et non pour la production. Et comme le travail est très accaparant, il a décidé de déléguer la réalisation à un ami d'école, Irving Kershner. Les années 80. En 1980, Alfred Hitchcock décède. Spielberg a besoin de renouer avec le succès. George Lucas, lui, nage dans le bonheur avec ses films qui cartonnent au box-office. L'Empire contre-attaque a confirmé l'engouement des spectateurs pour l'univers de Lucas. Il y a 4 ans, George et Steven, alors en vacances pour fêter leurs succès respectifs, Les Dents de la Mer pour Spielberg et La Guerre des Étoiles pour Lucas, ont alors planché sur une idée de Lucas initialement intitulée Indiana Smith, que Spielberg modifiera en Indiana Jones. Il décide que c'est le moment ou jamais de le sortir. Steven le réalisera, George Lucas le produira. Et comme Tom Selleck a refusé le rôle d'Indiana Jones, Lucas propose à Steven la star montante, à savoir Harrison Ford. Spielberg accepte, et en 1981, Indiana sort et devient le plus gros succès de l'année aux États-Unis et fait de Steven Spielberg une valeur sûre. Spielberg sort en 1982 un petit film dont il ignore s'il trouvera son public. Film inspiré de la discussion qu'il avait eue avec Truffaut. Ce film, c'est E.T. E.T. est un succès planétaire et à ce jour, le plus rentable des films de Steven Spielberg. Le film a coûté 10,5 millions et on a rapporté 893 millions, soit 85 fois la mise. Spielberg est alors non seulement un brillant réalisateur, mais aussi un réalisateur qui transforme le plomb en or. Les années 80-90 seront succès sur succès. Ces films seront une source d'inspiration pour de nombreux cinéastes, créant littéralement la tendance et le faisant rentrer de son vivant dans la légende. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like.
Si vous souhaitez que je fasse un nouveau mise en perspective avec un nouveau réalisateur, dites-le moi dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.